Un clap Nathalie Sarraute. Je m'appelle Agathe Mezzadriguedge, je suis professeure de français. Aujourd'hui, je vous présente une pièce de théâtre, Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute. Cette pièce, très courte mais très riche, est au programme des premières générales et technologiques sous l'intitulé de parcours Théâtre et dispute. En effet, il est question d'une dispute, ou plutôt d'un froid, juste un peu d'éloignement, dit H2, à la page 27 de l'édition Folio Théâtre. On pourrait presque dire une guerre froide. Le temps de la représentation de la pièce de théâtre va donner l'occasion d'une bataille sur la scène. Mais attention, Pour un oui ou pour un non est une pièce de théâtre au départ destinée à la radio en 1981, puis publiée en 1982. Donc elle n'est au départ pas destinée à la scène, pensée par les metteurs en scène ensuite comme un ring où explose la dispute. Au départ, la dispute se fait de façon auditive. On sera donc particulièrement attentif au texte, non pas comme support du drame, mais comme matière même du drame. Le ton, par exemple, des personnages n'accompagne pas le drame, il est le drame lui-même. L'intrigue se situe dans les mots choisis par les personnages, mais aussi avec leurs sous-entendus, dans les sous-conversations, et dont la perception que les personnages ont des mots des autres. Si l'on considère que la scène, lorsque la pièce plus tard sera mise en scène au théâtre, devient un ring, les coups portés par les personnages sont des mots. Il est d'ailleurs question d'armes et de combats dans les dernières pages de la pièce. Quelle est donc cette dispute? À la page 25 de l'édition Folio Théâtre, on voit les deux personnages entrer en dialogue. Le premier personnage s'appelle H1 et le deuxième personnage s'appelle H2. On voit donc H1 et H2. Et H1 interroge H2 sur les raisons de ce froid, de cet éloignement qu'il ressent. H2 lui répond « Eh bien, c'est juste des mots. » H1 « Des mots? Entre nous? Ne me dis pas qu'on a eu des mots, ce n'est pas possible. » Cet échange opère un glissement entre « c'est juste des mots », autrement dit ce n'est rien, et « avoir des mots », se disputer. L'effet est important, il prête à sourire par le jeu de mots entre « c'est juste des mots » et « avoir des mots », mais surtout, il révèle dès le départ que la matière du drame, de la dispute, se situe dans ces mots qui ont l'air de rien, c'est juste des mots, et qui pourtant sont toute la matière de nos relations, de nos malentendus dans les conversations quotidiennes, et qui souvent génèrent des incompréhensions et tout le drame au théâtre, mais aussi le drame de notre existence. Donc il y a vraiment une dramaturgie des mots, au sens où cela donne l'action théâtrale, drama en grec c'est l'action, et cela a donné l'idée de dramatiser, de porter au théâtre, mais aussi tout le drame au sens de tous les moments de tension de notre quotidien. Avec cette confrontation entre H1 et H2, auquel participe à un moment un couple de voisins, Nathalie Sarraute explore ce qu'elle a déjà exploré dans son premier ouvrage, ce que l'on appelle généralement les tropismes. Donc tropisme, c'est le titre d'un livre de Nathalie Sarraute paru en 1939. 24 courts récits, et voici comment Nathalie Sarraute, dans Tropisme, dès 1939, définit cette notion qu'elle a inventée. Les tropismes, ce sont, dit Nathalie Sarraute, entre guillemets donc, des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir. Cette citation de Nathalie Sarraute nous renseigne donc sur cette sorte de surface du langage où affleure en fait notre inconscient. La pièce Pour un oui ou pour un non, bien plus tard, en 1981, explore donc cette notion de tropisme, mais cette fois-ci, non pas dans des récits, mais au théâtre, pour la radio d'abord, et plus tard sur la scène. Elle met en évidence deux niveaux de langage. Il y a le langage de la conversation usuelle, et puis il y a ce langage qu'on pourrait presque appeler la sous-conversation. C'est le langage insaisissable des intentions parfois inconscientes. Et c'est là-dessus que se noue la dispute entre H1 et H2. Le déclenchement de la dispute se situe dans un ton que H2 a identifié lorsque H1, en réponse à un petit succès dont H2 lui avait fait part, aurait répondu « C'est bien ça ». Ça, c'est bien. La phrase semble anodine, mais c'est justement ce qui intéresse Nathalie Sarraute. Ce que reproche à H2, c'est le ton que H1 a employé en disant « c'est bien ça », mais ce que va explorer la pièce, c'est qu'en fait, ce moment où le ton est devenu insupportable vient s'ajouter à tous les autres moments où le tropisme
a fait surface, où cette part d'inconscient qu'il y a dans la conversation a été révélée dans les mots de H1 ou perçue par H2 comme étant une preuve d'ironie ou de domination, et c'est ce que va révéler petit à petit la pièce. Pourquoi le dis-tu comme ça? Avec cette ironie? Tu ne veux plus faire l'essai? Mais si, mais si. Je le dis sérieusement. Je l'ai vexé. Au fil de la pièce, leurs échanges mettent en relief deux tempéraments opposés. H1 incarne la bourgeoisie stable et intellectuelle. H2 est plus sensible, spontané, poète. Page 29 de l'édition Folio Théâtre, H2 lui fait remarquer cette position de supériorité par son intellectualisme et sa bourgeoisie. J'ai essayé de grimper chez toi, j'ai voulu me hisser là-haut, dans ces régions que tu habites. Ce qui est terrible, lorsque H2 révèle que le ton du « c'est bien ça » était insupportable, H1 va vouloir mettre un mot sur ce qu'a ressenti H2. Il lui dit que ce qui ne lui a pas plu, c'est le ton condescendant. Condescendant, ça veut dire méprisant, hautain. Mais finalement, ce qui est terrible, c'est que H1, d'une certaine manière, réaffirme sa supériorité, puisque c'est lui qui est à même de poser le mot sur ce qu'a ressenti H2. Une nouvelle fois, c'est lui l'intellectuel qui pose les mots, ici le mot condescendant. Donc finalement, la pièce de théâtre va petit à petit faire que chacun tient son rôle, comme d'être dans une sorte de renouvellement du fameux Theatrum Mundi qu'on a déjà étudié, où nous jouons dans nos vies un rôle, et ici on voit que chacun finalement reste pendant toute la pièce dans son rôle. H1 dit notamment de H2 qu'il est toujours resté en marge, et H3 qui écoute, des voisins à un moment qui est dans la pièce, dit même que H2 serait alors un marginal. H2 lui-même dit qu'il ressent bien que H1 le perçoit comme un poète. Mais, dit-il, pas de ceux que H1 et sa femme vont admirer les jours fériés. Les mots sont donc aussi révélateurs d'opposition sociale entre le bourgeois, père de famille, qui pose des mots définitifs sur les choses, H1, et le poète, sensible et attentif aux choses qui se trouvent entre les mots, sous les mots, et qui d'ailleurs emploie des métaphores, H2. La dispute s'intensifie et un couple de voisins, H3 et F, est donc appelé pour donner son avis. Il y a entre nous un différend. Oh, mais nous, vous savez... Nous n'avons aucune compétence. Si, vous en avez. À l'occasion de l'arrivée de ce couple de voisins, mais pas qu'à ce moment-là, il y a d'autres moments, le drame du langage peut prêter à sourire, voire à rire. Donc ne pensons pas que c'est une pièce uniquement dramatique autour de nos malentendus, nos incompréhensions dues à une notion qu'on appelle le tropisme. Il y a aussi des moments qui prêtent véritablement le spectateur à sourire, éventuellement à se reconnaître, ou à franchement rire par des formes de jeu de mots. H2 tente d'expliquer à F comment il perçoit l'attitude de H1 à son égard, y compris lorsque celui-ci donne l'impression de l'aider, de lui rendre des services. Il veut à toute force m'attirer, là-bas, chez lui. Il faut que j'y sois avec lui, que je ne puisse pas en sortir. Alors il m'a tendu un piège, il a disposé une souricière. Une souricière? Il a profité d'une occasion. Une souricière d'occasion. Non, ne riez pas. Il parle sérieusement. Je vous assure. Donc ici, on voit évidemment que le comique, on trouve cela déjà chez Beckett, repose sur la reprise d'un mot dans un autre sens. Donc le mot occasion prononcé par H2 signifie une opportunité. H1 aurait profité d'une opportunité pour encore une fois le mettre sous sa coupe, l'attirer. Mais la reprise de F du mot occasion pour dire finalement de seconde main vient provoquer le rire. Et donc ici, on voit que ces petits drames du langage sont aussi ce qui fait le sel de l'existence, bien entendu. C'est la première interprétation de ce passage avec les voisins. Ici, que tente de dire H2 profondément avec cette idée de la souricière, au-delà du comique du mot sur la souricière d'occasion? Que les services, les générosités, les largesses de H1 ne sont que des outils de domination, en fait. Une façon de lui montrer que s'il lui rend service, c'est parce qu'il le peut. Je l'avais félicité pour sa promotion et il m'a dit qu'elle lui donnait, entre autres avantages, l'occasion de faire des voyages passionnants. H1. Continue, ça devient intéressant. H2. Oui, des voyages. Et je me suis avancée plus loin que je ne le fais d'ordinaire. J'ai marqué comme une nostalgie. Alors, il m'a offert d'obtenir pour moi, grâce à ses relations, j'ai fait quelques petits travaux. Il m'a dit que peut-être il pourrait demander à quelqu'un de bien placé de me proposer pour une tournée de conférences. F, H3. Eh bien, je trouve ça gentil. H2. Oh, F, H3. Vous ne trouvez pas ça gentil? Moi, on me proposerait à quoi bon continuer. Je n'y arriverai pas, dit H2. C'est le poids de toutes ces situations qui sont passées par le langage où H1
finalement, domine son ami H2. Il a une position sociale plus élevée et tous ces actes de langage, dirait Austin, l'auteur de Quand dire c'est faire, qui explique que le langage peut être performatif. On voit que le langage est un acte. Toutes ces propositions de H1 sont pour H2 des façons de resserrer l'étau de la relation autour de lui. Mais comment le résumer en quelques phrases? Si vous avez déjà ressenti cela, qu'une relation ne vous convenait pas et que chaque nouvelle phrase prononcée par un ami ou quelqu'un de la famille est une nouvelle façon d'accentuer cette dynamique de la relation qui ne vous convient pas, comment en quelques phrases l'expliquer alors que tout cela, ce sont de nombreuses phrases accumulées au fil des semaines, des mois ou des années. C'est pour ça qu'H2 n'arrive pas à se faire comprendre ici. Puis il y a un troisième point important avec cette souricière dans laquelle H2 se sent enfermé. C'est la référence à Shakespeare et à Hamlet. La souricière, c'est la représentation théâtrale organisée par Hamlet pour piéger son oncle Claudius, dans la célèbre pièce de Shakespeare évidemment. Elle met en scène un meurtre similaire à celui que Claudius a accompli pour tuer le père d'Hamlet, le roi du Danemark. C'est quelque chose entre toi et ton papa. Tu sais, des histoires courantes de famille. Le mot souricière au théâtre évoque immédiatement ce théâtre dans le théâtre qu'il y a dans Hamlet de Shakespeare. Ainsi, dans ce passage de pour un oui ou pour un non, la mention de la souricière rappelle que le théâtre dans le théâtre, ici avec l'arrivée de H3 et F, est un grand révélateur. C'est la fonction métathéâtrale. Le théâtre s'exhibe dans son rôle de révélateur de nos drames ou de nos pièces de théâtre du quotidien. Après le départ du couple de voisins, H3 et F, H1 et H2 vont remonter le cours du temps pour éclaircir les origines de leur dispute, faire une sorte, on pourrait dire, d'archéologie de leur dispute. Et cette archéologie, on peut employer ce terme dans une copie, ça consiste finalement à creuser tous les mots qu'on s'est échangés pour voir ce qu'il y avait en dessous. Comme un archéologue, ici, il s'agit de creuser les mots échangés pour essayer de comprendre d'où vient la dispute et aussi comment s'est nouée cette dynamique relationnelle et de tâcher de creuser le tropisme finalement. H2 évoque la façon dont H1 et sa femme l'ont regardé lorsqu'ils ont eu leur premier enfant et qu'il tenait son premier enfant dans ses bras. Il aurait eu un regard envers H2. Jusque-là, pas de mots échangés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que H1 va de nouveau tenter de mettre un mot sur ce qu'a ressenti H2. Et il lui dit « Allons, dis-le, j'étais quoi? Tu étais jaloux. Mais H2 réagit immédiatement. Nous y sommes. C'est vrai. C'est bien ce que tu voulais, ce que tu cherchais, que je sois jaloux. Je n'étais pas jaloux. Pas jaloux. » On voit de nouveau que H1 est celui qui pose le mot sur la chose. Avant, c'était condescendant, maintenant c'est jaloux. Alors que H2, lui, cherche les choses entre les mots. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre d'où vient son malaise. Il essaye de trouver une origine à leur relation et à la dynamique dans laquelle ils se sont enfermés. Mais H1 lui-même va essayer d'évoquer aussi une origine de la dispute dans laquelle H2 serait responsable. Il évoque un moment d'alpinisme dans les Alpes, précisément la barre des Écrins. Voilà le point. C'est ici qu'est la source, dit H2. H1 dit « Je ne sais pas si on y est, mais je sens qu'on s'approche. Tiens, moi aussi, puisque nous en sommes là, il y a des scènes dont je me souviens. Il y en a une surtout, tu l'as peut-être oubliée, c'était du temps où nous faisions de l'alpinisme. Dans le Dauphiné, on avait escaladé la barre des Écrins. Tu te rappelles? H1 va rappeler que H2, celui qui est perçu comme le poète, le contemplatif, avait fait arrêter tout le groupe des alpinistes pour imposer une contemplation de la nature. On voit donc ici qu'au lieu de permettre une réconciliation, les mots ne font que creuser les images de l'un et de l'autre que chacun se renvoie. Et finalement, ne font que faire remonter à la surface des mots ce qui était déjà là dans les sous-conversations dans toutes leurs relations depuis des années. C'est sans doute la raison pour laquelle cette pièce de théâtre contient aussi beaucoup de points de suspension. Alors si vous voulez utiliser une figure de style, on appelle ça l'aposiopèse. Les points de suspension, c'est toujours très intéressant. C'était déjà là dans le théâtre de Beckett. Si vous avez lu par exemple En attendant Godot, ou Oh les beaux jours, ou Fin de partie. Donc si vous avez lu Beckett, vous voyez que le silence fait son apparition, une apparition très importante au théâtre. Le silence, c'est très important ici, parce que c'est dans ces moments de silence, par contraste, que sont révélées des émotions sous-jacentes, des émotions réprimées même, et des pensées non exprimées. Ces moments de non-dit créent des espaces où la tension
peut s'accumuler. Et la tension qu'il y avait sans doute déjà dans les récits de tropisme en 1939, au théâtre, elle s'incarne dans des voix, quand la pièce était que radiophonique, et puis elle s'incarne dans des corps lorsque des metteurs en scène vont décider de porter sur la scène cette pièce que Nathalie Sarraute n'avait pensée que pour la radio. Et c'est ce que vous ne supportez pas. Qui, vous? Pourquoi veux-tu absolument me mêler? Il reste à élucider le titre, pour un oui ou pour un non. Dès le début de la pièce, H2, avec une drôle de métaphore du tribunal et du casier judiciaire, dit avoir fait des démarches légales et avoir eu accès à d'autres dossiers de disputes familiales ou amicales, comme s'il y avait un tribunal des relations humaines. C'est sans doute une image, évidemment. C'est une image, une expression. Encore une expression. Toujours est-il que H2 déclare « J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. » Ça m'a donné à réfléchir. Donc la scène d'exposition présente le personnage de H2 comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Seulement, toute la pièce va faire remonter les origines de la dispute par tous ces drames du langage. Mais le dénouement revient sur cette notion de rompre pour un oui ou pour un non. H2 reprend l'idée de ceux qui peuvent rompre pour un oui ou pour un non. H1 répond pour un oui ou pour un non, un silence. H2, oui ou non? H1, ce n'est pourtant pas la même chose. H2, en effet, oui ou non. H1, oui. H2, non. Non! Non! Ce balancement entre le oui et le non est évidemment à investir par le lecteur et ça sera évidemment un moment où vous pouvez interpréter. Ce dénouement se veut mystérieux et plusieurs interprétations sont possibles. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voit que finalement, on ne peut pas véritablement décider. Est-ce que cette dispute est effectivement une rupture pour rien ? Pour c'est bien ça? Ou est-ce qu'en fait, cette rupture, elle se comprend tout à fait parce qu'il y a une accumulation dans les sous-conversations, dans les sous-entendus d'une dynamique relationnelle qui ne peut plus opérer. Et en fait, le plus important, c'est que l'auditeur de radio, puis plus tard le spectateur, repart chez lui conscient de cette épaisseur du langage dans nos conversations quotidiennes, qui est plein de ce que l'on dit et ce que l'on sous-entend, et également qui est perçu comme plein de ce que l'on dit et de ce que l'on sous-entend. Donc c'est une révélation, évidemment, de l'épaisseur des mots et des conversations par Nathalie Sarraute, qui provoque le rire, le sourire, et qui est une expérience à laquelle elle invite l'auditeur puis le spectateur. L'auditeur puis le spectateur repart donc chargé de cette réflexion profonde et stimulante sur ses propres actes de langage. En effet, on peut commencer à parler de spectateur dès les années 80. La pièce a été mise en scène de très nombreuses fois et dès 1986 par Simone Benmoussa et Michel Dumoulin. La mise en scène de Jacques Lassalle en 1998 est souvent citée, considérée comme l'interprétation la plus significative de la pièce. Elle est aussi faite du vivant de Nathalie Sarraute. Elle est décrite par Le Parisien, plus charnelle, trouble et cruelle que d'autres versions qui avaient peut-être accentué le comique, la légèreté de ces petits riens du quotidien. Donc il y a véritablement, dans cette dispute, il y aura une tension. Est-ce qu'on est face à une vraie guerre avec les mots? Cette guerre polémos en grec donne la polémique. Donc est-ce qu'on est face à une vraie polémique qui tourne à l'affrontement qui pourrait être physique? Est-ce qu'on va faire une mise en scène où lorsqu'il est question d'armes et de combat, les personnages en viendraient presque aux mains? Ou est-ce qu'au contraire, on privilégiera une mise en scène qui peut-être accentue les moments de légèreté, les moments de rire, les moments de sourire? Donc une question à vous poser quand vous lisez les choses et évidemment ne pas oublier face à votre examinateur qu'il faut penser la pièce sous ses différentes formes. Sa forme de radio pour un auditeur, sa forme de texte pour un lecteur que vous êtes aussi, et sa forme mise en scène pour des spectateurs. Elle a été même mise en scène plus de 600 fois. C'est la pièce de théâtre qui n'a pas été conçue pour la scène et qui est pourtant la plus jouée de Nathalie Sarraute. Bon courage à tous et surtout bonne étude de Pour un oui ou pour un non. Il faut la lire et la relire en imaginant tout ce qui peut se jouer entre les mots et dans ses points de suspension.